Mon frère m'a cassé les côtes. Maman a murmuré, reste tranquille, il a un avenir. Mais ma médecin n'a pas scié. Elle a vu les bleus, m'a regardé et a dit, vous êtes en sécurité maintenant. Puis elle a décroché le téléphone. J'étais recroquevillé sur le sol de la salle de bain, cherchant mon souffle à travers mes côtes cassées, quand j'ai entendu ma mère dire à travers la porte, tais-toi. Tu vas gâcher son avenir. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que je n'avais pas de famille, seulement des témoins de ma douleur qui refusaient de la voir. Mais ma médecin, elle, l'a vue, et elle n'est pas restée silencieuse. Avant de nous plonger dans cette histoire, si vous pouviez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne et me dire dans les commentaires d'où vous la regardez, j'apprécierais vraiment. Ça aide plus que vous ne l'imaginez. Je m'appelle Rachel Moore. J'ai 27 ans et je vis à Indianapolis, dans l'Indiana, où je travaille comme institutrice en école primaire. J'ai toujours été la discrète de la famille, la gentille. J'évitais les disputes. Je suivais les règles et j'aidais dès que mes parents le demandaient, ce qui était fréquent. Je pensais que si j'étais assez sage, assez invisible et assez serviable, je finirais par mériter leur amour. Mais rien de tout cela n'a compté la nuit où mon jeune frère Zach a perdu le contrôle et où ils m'ont rejeté la faute. Notre famille avait toujours tourné autour de Zach. Il était le fils, et le reste d'entre nous n'étions que de petites planètes oubliées, prises dans son orbite. Il avait 24 ans, un athlète en devenir avec un bras en or et un tempérament qui pouvait s'enflammer comme l'éclair. Mes parents, Deborah et Martin Moore, voyaient en lui leur héritage. Ils ont déversé tous leurs espoirs, leur argent et leur amour en lui. Tout ce qu'il faisait était célébré. Tout ce qu'il cassait était excusé. J'avais réemménagé chez eux 6 mois plus tôt, après la fin de mon bail. Je me disais que c'était pour économiser de l'argent pour un acompte sur mon propre logement. Mais la vérité, c'est que je pense qu'une petite partie de moi espérait encore trouver le foyer que je n'avais jamais eu. C'était un espoir insensé. La maison n'était pas un foyer. C'était un sanctuaire à l'ego de Zach et au déni de mes parents. Ses trophées garnissaient la cheminée là où se trouvaient autrefois des photos de moi. Son régime spécial riche en protéines remplissait le frigo pendant que je mangeais les restes. Mon père parlait de ses statistiques de match au dîner. Ma mère s'angoissait pour son programme d'entraînement. Je n'étais que la personne qui s'assurait que le linge était fait et la vaisselle propre. Je voyais les signes avant-coureurs. Je n'étais pas aveugle. Je voyais comment les humeurs de Zach pouvaient plomber une pièce en quelques secondes. Je voyais les bosses sur le mur de sa chambre, une histoire qu'il racontait à propos d'une balle de baseball perdue, que je savais être un mensonge. Je voyais la peur dans les yeux de sa petite amie avant qu'elle ne cesse de venir. Je voyais tout cela et je ne disais rien, car dans ma famille, le silence était une preuve de loyauté. Parler était une trahison, et j'étais une fille loyale. La nuit où c'est arrivé, c'était un samedi. Zach avait un grand match de basketball de ligue, l'un des derniers avant que les recruteurs ne prennent leur décision finale. Il a perdu. Il est rentré des heures plus tard, l'odeur de bière éventée s'accrochant à lui comme un manteau bon marché. Son visage était sombre, ses mouvements lourds et colériques. J'étais dans la cuisine, en train d'essuyer les comptoirs. J'essayais juste d'être invisible, de rester hors de sa trajectoire. « Qu'est-ce que tu regardes » a-t-il grondé en jetant son sac de sport par terre. « Rien, Zach. » Je nettoyais juste, ai-je dit, d'une petite voix. Il a ouvert le frigo, a pris une bière et a claqué la porte. Toute cette saison est une blague. Le coach est un idiot. J'ai essayé d'être serviable. J'ai essayé d'être la bonne sœur. Ce n'était qu'un match. Tu les auras la prochaine fois. J'ai même réussi à esquisser un petit sourire faible. Ce n'est pas la fin du monde. Ce fut mon erreur. La blague, aussi petite et inoffensive soit-elle, fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Ses yeux, déjà embrumés de colère, sont devenus noirs. « Qu'est-ce que tu as dit » a-t-il murmuré. C'était un murmure terrifiant, bas et dangereux. « Rien. Je voulais juste. » Je n'ai pas pu finir. Il a bougé plus vite que je ne pouvais l'assimiler. Il a attrapé le devant de ma chemise, ses phalanges s'enfonçant dans ma clavicule. Il était tellement plus grand que moi, tellement plus fort. Il m'a traîné à travers la petite cuisine et m'a violemment projeté contre le rebord du comptoir en granit. L'air a quitté mes poumons dans une seule rafale douloureuse. Une douleur aiguë et fulgurante m'a transpercé le flanc. Je me suis effondré sur le sol,
ma vision se rétrécissant en tunnel. Je me souviens du carrelage froid contre ma joue. Je me souviens d'avoir essayé d'inspirer de l'air dans des poumons qui ne fonctionnaient plus. Puis est venu le coup de pied. Il a ramené sa jambe en arrière et m'a frappé sur le côté, juste là où j'avais heurté le comptoir. Un craquement écœurant a résonné dans la pièce silencieuse. Un son que j'ai senti au plus profond de mes os. Puis, plus rien. J'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, le monde était un brouillard de douleur. Chaque respiration était une nouvelle vague d'agonie. J'étais toujours sur le sol de la cuisine. Ma mère était agenouillée à côté de moi, mais elle ne regardait pas mon visage. Elle regardait la porte, guettant l'arrivée de mon père. « Rachel » a-t-elle murmuré, sa voix pressante et froide. « Ton père arrive. Il faut que tu te lèves. » Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais que halter. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à respirer. Ses yeux ont enfin croisé les miens, et il n'y avait aucune sympathie en eux. Il n'y avait que de la peur. De la peur pour lui. « Écoute-moi » a-t-elle dit, sa voix baissant encore d'un ton. « Tu as trébuché. Tu es tombé et tu as heurté le comptoir. Tu m'entends? Dis que tu as trébuché. Tu sais à quel point il est sensible. Ça pourrait ruiner ses chances pour le repêchage. » Il m'avait brisé et elle s'inquiétait pour ses chances. J'ai réussi à ramper, centimètre par centimètre douloureux, de la cuisine à la petite salle de bain du rez-de-chaussée. J'ai verrouillé la porte et me suis laissé glisser jusqu'au sol, mon corps tremblant de choc et de douleur. Je les entendais chuchoter dehors. Le grondement sourd de mon père, les supplications paniquées de ma mère. Et Zach, je l'ai entendu monter et claquer la porte de sa chambre. Il est allé se coucher. C'est alors que j'ai entendu sa voix, claire à travers le bois de la porte. « Tais-toi » a dit ma mère. Ces mots, le coup de poignard final. Tu vas gâcher son avenir. Le lendemain matin, la douleur était une chose vivante en moi. Je ne pouvais pas me tenir droite. Je ne pouvais pas prendre une profonde inspiration. Mon père, Martin, m'a regardé avec un visage de pierre. Il n'y a pas eu de « ça va ?» Il n'y a pas eu de « qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a eu seulement un ordre froid et dur. Monte dans la voiture. Je t'emmène à la clinique d'urgence. Pendant le trajet, il ne m'a pas regardé une seule fois. Il fixait juste la route devant lui. « Tu es tombé dans les escaliers » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. C'est ce que tu vas leur dire. Ta mère est anéantie. Zach est mort d'inquiétude pour toi. On n'a pas besoin d'un autre drame. Promets-le-moi, Rachel. J'étais si abattu, si conditionné à plaire que j'ai simplement hoché la tête. Un seul hochement de tête, sans larmes. Qu'est-ce qu'un mensonge de plus? À la clinique, les lumières fluorescentes aggravaient mon mal de tête. Une infirmière a pris mes constantes et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai récité la phrase que mon père m'avait donnée. Je suis tombé dans les escaliers. Les mots avaient un goût de poison. Puis la médecin est entrée. Elle avait des yeux bienveillants et une présence calme et posée. Son badge indiquait « Dr Mélissa Tran ». Elle a regardé mon dossier, puis moi. Elle a doucement appuyé sur mon flanc, et je n'ai pas pu retenir le cri de douleur qui m'a échappé. « Je dois faire une radio » a-t-elle dit doucement. « Mais d'abord, je veux que vous soyez honnête avec moi. La forme des ecchymoses ici, ça ne ressemble pas à une chute. » Elle s'est penchée un peu plus près, sa voix baissant. « Rachel, est-ce que quelqu'un vous a fait ça ?» Je me suis figé. Mon père était dans la salle d'attente, tapant probablement du pied avec impatience, s'attendant à ce que je sorte avec une ordonnance d'analgésique et une histoire qu'il pourrait contrôler. Toute ma vie, ma famille m'avait regardé, mais ne m'avait jamais vu. Ils voyaient une fille discrète, une aide pratique, un problème potentiel à gérer. Mais cette femme, cette étrangère, me regardait avec une inquiétude sincère. Elle voyait ma douleur. Des larmes que j'ignorais avoir ont commencé à monter dans mes yeux. Le barrage que j'avais construit en moi a commencé à se fissurer. Je ne peux pas, ai-je balbutié, pensant à la colère de mon père, aux supplications de ma mère, à l'avenir de Zach. La docteure Tran n'a pas insisté. Elle a juste hoché la tête. D'accord. Après les radios, elle est revenue dans la pièce et a fermé la porte.
Elle a placé les clichés sur le négatoscope. Je pouvais voir les lignes sombres et déchiquetées sur l'image. Vous avez 2 côtes cassées et une autre fêlée, a-t-elle dit, son ton professionnel mais doux. Ce type de blessure nécessite une force considérable, un impact direct. Elle a tranquillement pris des photos de mon flanc meurtri avec un appareil photo clinique. Puis elle s'est retournée vers moi, son regard inébranlable. Je vais vous poser la question une dernière fois, Rachel. Je suis tenu par la loi de signaler les cas de violence. Cela signifie que si je crois qu'un crime a été commis, en particulier un cas de maltraitance, je suis légalement obligé de le signaler. Est-ce que quelqu'un vous a fait ça? Le monde entier a semblé s'arrêter. C'était moi contre eux. Une vie de silence contre cette unique chance d'être entendu. J'ai regardé la radio de mes propres os brisés, la preuve de ce qu'il avait fait. J'ai regardé cette médecin qui était prête à me défendre alors que mes propres parents ne le feraient pas. D'une voix qui n'était qu'un murmure, j'ai dit la vérité. Mon frère. Les mots flottaient dans l'air, petits mais lourds. J'ai immédiatement commencé à pleurer, la suppliant de ne rien faire. S'il vous plaît, ne le faites pas. Vous ne comprenez pas. Ça va déchirer ma famille. Ça va ruiner sa vie. Sa vie? A dit la docteur Tran, sa voix ferme mais pas méchante. Rachel, il vous a cassé les côtes. Et votre vie à vous? Je ne peux pas et je ne laisserai pas passer ça. Ma responsabilité est envers vous, ma patiente. Et d'un seul coup, le choix n'était plus le mien. Elle a passé l'appel. Elle a averti les services de protection de l'enfance, car je vivais dans la maison où l'abus s'était produit, et ils ont à leur tour prévenu la police. Le temps que mon père me ramène à la maison, le monde avait changé. Une voiture de police était garée dans notre allée. Zach a été emmené pour interrogatoire. Au moment où j'ai franchi la porte, la trahison de ma famille a été instantanée et absolue. Ma mère m'a regardé avec une haine pure. « Que as-tu fait » a-t-elle hurlé. Mon père m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma peau. « Je t'avais dit de la fermer » a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu viens de détruire l'avenir de ton frère. J'espère que tu es contente. » Mais je n'écoutais plus. Le brouillard de peur et d'obligation commençait enfin à se dissiper. Pendant qu'ils criaient, pendant qu'ils concentraient toute leur énergie à protéger leur fils violent, je suis passé devant eux. Je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti la valise que je n'avais jamais complètement défaite et j'ai commencé à y mettre mes vêtements. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas où j'irais. Je savais juste que je ne pouvais pas y rester une seconde de plus. J'avais déjà fait mes valises. Les premières semaines ont été floues. La docteure Tran a été mon encre. Elle m'a donné le numéro d'un réseau local de foyers pour femmes. Ils n'avaient pas de place dans leur bâtiment principal, mais ils m'ont aidé à trouver un petit appartement subventionné de l'autre côté de la ville. Il était minuscule et presque vide, mais il était sûr. Il était à moi. La première chose que j'ai faite a été de demander une ordonnance de protection contre Zach. Me tenir au palais de justice, les mains tremblantes en remplissant les papiers, a été la chose la plus difficile et la plus libératrice que j'ai jamais faite. Ma famille n'a pas lâché. Les appels et les SMS étaient incessants. Ma mère laissait des messages vocaux en larmes sur la façon dont je déchirais la famille. Mon père envoyait des SMS menaçant de me couper complètement les vivres, comme s'il ne l'avait pas déjà fait des années auparavant. Ils ont tout essayé. La culpabilité, la honte, les menaces, même de fausses excuses de Zach qu'ils avaient probablement tapées eux-mêmes. J'ai bloqué leurs numéros. Tous. La docteure Tran m'a mise en contact avec une avocate pro bono, une femme redoutable nommée Sarah, spécialisée dans les cas de violence domestique. Sarah m'a aidé à poursuivre Zach non seulement pour mes frais d'hôpital, mais aussi pour dommages moraux. Le procès et le rapport de police sont remontés jusqu'à sa ligue de basketball. Son contrat a été suspendu indéfiniment en attendant l'enquête. Son avenir doré était soudainement couvert de la boue qu'il avait lui-même jetée. J'ai commencé une thérapie. J'ai parlé de tout. Des côtes cassées, oui, mais aussi de toute une vie de petites blessures. Le sentiment constant d'être une seconde option, la douleur profonde et creuse d'être émotionnellement abandonné par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Lentement, j'ai commencé à guérir. J'ai mis des photos dans mon nouvel appartement. J'ai acheté une petite plante. J'ai commencé à dormir toute la nuit sans me réveiller en sueur froide. Quelques mois plus tard,
j'ai vu une annonce pour une subvention communautaire locale. C'était pour de nouveaux programmes visant à aider les jeunes à risque. Une idée a germé dans mon esprit. Une idée née de ma propre douleur. J'ai passé des semaines à rédiger une proposition pour un programme parascolaire pour les jeunes filles issues de foyers violents ou négligents. Un espace sur où elles pourraient être entendues, où elles pourraient apprendre que leur voix compte. J'ai obtenu la subvention. J'ai nommé le programme « Les silencieux devraient parler, The Quiet Should Speak ». Le coup de grâce est venu environ 1 an après l'agression. Mon programme était un succès. Nous organisions un petit événement de collecte de fonds communautaires dans une bibliothèque locale. J'étais au podium, partageant un peu de notre mission, quand les portes du fond de l'auditorium se sont ouvertes en grand. C'était Zach. Il avait l'air mal en point. Il n'avait pas obtenu de nouveaux contrats. Le procès lui avait coûté cher. Il avait l'air plus mince, mais ses yeux contenaient la même vieille rage. « Toi » a-t-il crié en me pointant du doigt. La salle est devenue silencieuse. « C'est toi qui as fait ça. Tu as ruiné ma vie. Tout ça à cause d'une stupide chute. » Mon cœur martelait contre mes côtes. Les mêmes côtes qu'il avait cassées. L'ancienne Rachel se serait recroquevillée. Elle se serait cachée. Elle aurait voulu que le sol l'avale tout entière. Mais je n'étais plus l'ancienne Rachel. J'ai calmement posé mes fiches sur le podium. Je suis descendu de la scène et j'ai marché lentement vers l'allée centrale pour que tout le monde puisse me voir clairement. Je suis resté là, dans le silence de l'auditorium, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Puis je me suis tourné vers la foule de sympathisants, de parents et de jeunes filles que mon programme aidait. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était claire et assurée. Voici, dis-je, mon regard balayant les visages stupéfaits, l'homme qui m'a cassé les côtes. J'ai laissé les mots s'imprégner. Puis j'ai livré la vérité finale. Et voici la famille qui m'a dit de me taire. Le silence dans cet auditorium était assourdissant. Il était absolu. Il était plus puissant que ses cris, plus accablant que n'importe quel verdict. Dans ce silence, tout le monde a compris. Les agents de sécurité sont intervenus et ont calmement escorté un Zach bredouillant et défait hors du bâtiment. Je ne suis jamais retourné dans ma famille. Je n'ai jamais cherché d'excuses ni d'explications. Je n'en avais pas besoin. La vie de Zach n'a pas été ruinée par moi. Elle a été ruinée par ses propres actions. Mes parents n'ont pas perdu une fille. Ils en ont jeté une. J'ai trouvé la paix non pas en me vengeant, mais en disant ma vérité. Je n'avais pas besoin de leurs excuses pour être entière. J'avais ma voix, mon travail, ma nouvelle vie. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant. Si on vous a déjà dit de vous taire quand quelqu'un vous a fait du mal. Si on vous a déjà fait sentir petit pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand, cette histoire est votre signe. Ne le faites pas. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être protégé. Vous méritez d'être entendu. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Assurons-nous que plus personne ne se sente obligé de souffrir en silence. Votre voix compte.